Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 2025, épisode 6, je pense. Ça fait tellement longtemps. Écoute, on est complètement rouillé. Je pense qu'il va falloir qu'on fasse un dérouillage à chacun des épisodes. Bonsoir, messieurs. Donc là, vous ne me voyez pas pendant tout. Je suis tellement perdu. Là, on nous voit. Hey, bonsoir, messieurs. Pierre, comment ça va? Ouais, ça va un peu mieux, je pense, dans mon ordre mental que toi, je pense. Parce qu'on est en 2026 et non pas en 2025. Ouais, mais c'est la saison 2025 qui s'éternise jusqu'en 2030. Ah oui, dans ce sens-là. Oui, mais ça, oui, c'est vrai. Donc, hormis ça, oui, ça va plutôt bien, oui. Vincent, je vois que tu es en train de prendre une grosse gorgée parce que tu es en train de reprendre des forces pour devenir fielleux tantôt. Ouais, j'ai planté un mûrier pleureur dans de la glaise puis de l'argile. Je me sentais comme dans Agricola. OK. C'est-à-dire qu'il fallait que tu nourrisses tes ouvriers. C'est ça? Non, ben oui, mais c'est que dans Agricola, tu fais des bâtiments avec de l'argile puis de la glaise. Puis tu t'emmerdes. Fait que c'est ça que t'as fait. C'est bon. Non, ben j'ai creusé. J'ai trouvé des roches, puis j'ai fait une maison avec une roche. Hey, c'est excitant tout ça. Juste une Écoute, roche. Ouais. après 3 mois d'absence, on commencera pas à parler de nos plantages d'arbres. On va rentrer dans des sujets peut-être un petit peu plus excitants. Ce soir, Pierre va continuer sa fameuse liste des auteurs les plus influents des 50 dernières années avec les numéros 43 et 42. Et Vincent va nous arriver avec un petit sujet. Évidemment, c'est du clickbait. Vous connaissez Vincent. Hein? Non, il va parler en fait de... Comment tu m'as amené ça? Donc, les critiques des influenceurs versus les critiques des joueurs. Donc, la différence entre les deux. Ben moi, je préférais mon titre là, de départ, c'est-à-dire les influenceurs ne sont pas des vrais joueurs, mais tu as changé pour quelque chose de plus politically correct. Fait que... Ouais, ben là, je voulais quand même pas qu'on se fasse bannir en plus de YouTube. Là. Il y a des limites, là. Prends ça smooth après 3 mois d'absence, là, Vincent. Là. All right. Moi, je vais juste vous parler d'une belle petite nouvelle. Vous êtes sûrement déjà au courant, tout le monde. Je veux parler du fameux Spiel des Jahres 2026, donc les nominations qui sont sorties, les recommandations et tout ça. Mais je veux surtout attirer votre attention au Kinderspiel des Jahres. Cette année, qui présente en fait 3 jeux qui sont d'auteurs francophones. Donc, on n'a aucun jeu allemand à la base dans le Kinderspiel. Ce sont 3 jeux francophones. On parle de 2 jeux qui sont des auteurs français et un autre qui est d'un auteur québécois. Cet auteur québécois, c'est nul autre que Thomas Dagenais-L'Espérance, qui est un de nos collègues chez Locomuse, donc qui produit l'émission Balado Ludique. Donc, et évidemment, je parle du jeu Verflixt Verzaubert, donc qui en fait est la version allemande de Mimose Sam et le voleur de fruits, qui est produit et publié par Locomuse. On n'est pas peu fiers chez Locomuse de cette nomination. Et on est surtout fiers en fait du travail de Thomas qui a fait un jeu incroyable au départ. C'est sûr qu'à la version allemande, ils ont refait complètement le visuel, mais ça reste le même jeu derrière, donc le même excellent jeu très solide derrière Mimose Sam. Thomas, donc Pierre m'avait mentionné que Thomas était le premier auteur québécois à être en nomination pour le Spiel des Jahres. Donc, à moins que ça ait changé puis qu'il ait changé son fusil d'épaule, Pierre, c'est toujours vrai? C'est toujours vrai. Ça n'a pas changé, c'est merveilleux. J'ai eu peur parce que là, j'ai eu de l'air fou en tabarnouche. Donc, fierté donc pour Thomas, premier auteur québécois en nomination pour le fameux
Spiel des Jahres, qui est probablement le prix remis au jeu le plus prestigieux au monde, à moins que je me trompe. Donc, évidemment, fierté pour Locomuse aussi. Est-ce qu'on va y être? On ne croit pas de pouvoir y aller, malheureusement. C'était pas dans nos plans d'aller là-bas. Mais on remercie particulièrement, en fait, les gens qui sont derrière le prix. Voilà, c'était la petite... Moi, je pense qu'il va y être, par contre. Qui? Je pense que Thomas va y être, par contre. Peut-être, ça se peut. Je sais que les gens de Locomuse ne seront pas là eux-mêmes, mais Thomas fait partie de Locomuse. Donc, il va être là en tant qu'auteur et aussi en tant que représentant Locomuse s'il y va. Donc voilà, c'était la petite présentation de Locomuse du départ. Et je vais laisser la parole à Vincent, qui a l'air, ma foi, très en forme, même avoir planté un arbre et creusé de la glaise. Oui. Ben, c'est pas pour rien, c'est un mûrier pleureur, hein. Il reflète mon état général. Blague à part. Oui, donc en fait, je pense que ben, ce filon-là là, du influenceur versus joueur, c'est un filon que j'aimerais beaucoup utiliser, étant donné que j'ai été influenceur et aujourd'hui, je me positionne davantage comme joueur. Donc, il y a des éléments que j'aimerais partager par rapport à ça, comment est-ce que la perspective est différente. Et pourquoi ne pas commencer justement avec la critique d'un jeu? Et je vais y aller beaucoup basé sur une expérience personnelle, mais je pense que cette expérience personnelle-là peut facilement, pas se généraliser, mais je pense qu'elle peut s'appliquer à plusieurs cas de figure. Quand je parle de critique de jeu, bien évidemment, je parle du regard, de la perspective que l'on peut avoir sur un jeu et ben, finalement de le recommander ou non à des amis. En tant qu'influenceur, j'étais souvent appelé à regarder le jeu avec une certaine distance et trouver les points pour, les points contre. Donc, faire une forme de journalisme, si je peux me permettre de le dire comme ça, parce que mon but, c'était vraiment d'offrir un regard critique envers le jeu. Par contre, évidemment, quand on tombe dans un point où on reçoit un jeu, il y a comme une règle non écrite où est-ce que la critique péjorative ou négative ne doit pas être mise de l'avant. Et ça, je trouve que ça devient peut-être problématique en tant qu'influenceur, parce que malheureusement, on ne tombe pas dans du journalisme, mais on tombe dans une forme quasiment de vente, au sens où est-ce qu'on va montrer seulement les beaux côtés. Dans le fond, l'influenceur, il te présente, c'est comme si l'influenceur, il te présente une date, puis là, il te montre tous les beaux côtés de la date, puis finalement, quand tu t'assieds avec, puis que tu jases pendant 2-3 heures, tu te rends compte que ben, ces règles sont mal écrites, puis qu'il manque un pion qui aurait dû être plus gros, des aides de jeu, et ainsi de Excusez, là, tu suite. parles de date, puis tu parles de pion qui est pas assez gros. On fait des parallèles, Vincent. C'est-tu expérience personnelle? Tout à fait. OK. Tout à fait. L'idée, exactement. Donc, l'idée, c'était de vous emporter un peu avec moi dans cette petite folie-là. Mais est-ce que là, je t'arrête. Est-ce que les influenceurs font Ouais. vraiment des critiques en partant? Moi, je connais quelques influenceurs qui font des critiques, mais c'est vraiment plus des journalistes ludiques. Je pense à pas First Player, voyons, excusez, j'ai un blanc de mémoire. À Punchboard, excusez. Punchboard fait souvent des critiques en longueur. Eux autres, ça va être 30-40 minutes qui vont parler d'un seul jeu, en long et en large, vraiment le décortiquer. Mais des influenceurs qui vont faire des critiques aussi développées que ça, il n'y en a pas des masses. Souvent, ça va être 2 minutes, 3 minutes, max 5 minutes, puis ça va être tout. Donc, comme tu dis, effectivement, on n'a
pas le temps ou on préfère ne pas aller vers les points négatifs et parler seulement du positif? Oui, tout à fait. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a plusieurs manières de le contourner. Comme par exemple, puis d'ailleurs, c'est pas les seuls, le punchboard, on pourrait parler de So Very Wrong About Games, on pourrait parler de beaucoup, beaucoup Du côté anglophone, il y en a un peu plus. de... Oui. Du côté Oui, c'est francophone, il n'y ça. en a pas des masses. Non, Moi, je parle de punchboard parce que je les écoute régulièrement. Mais ils parlent de bien d'autres affaires aussi. Mais les gens de Secret Cabal, normalement, vont quand même parler aussi assez en profondeur de leur expérience de jeu lorsqu'ils vont parler d'un jeu, là. oui, c'est ça. Fait que, tu sais, je pense que c'est un enjeu qu'il peut y avoir là, dans le monde francophone, parce que justement, c'est tellement difficile de faire sa place, d'avoir une voix dans une industrie anglaise et de faire valoir aussi sa chaîne. Ce qui fait donc en sorte que ben, on se retrouve des fois à vouloir vanter le jeu pour garder une bonne relation avec le distributeur ou l'éditeur, ou du moins juste simplement faire une présentation sans critique, ou encore faire des parties. Donc, je pense notamment là, à EtuGame. Ils vont souvent faire là, des parties qu'ils appellent nos parties intimes, qui est un J'adore le très, titre, très bon d'ailleurs. jeu de mots. Oui, exactement. Et donc, à ce moment-là, on peut voir un peu le gameplay. La petite nuance que j'amènerais, par contre, quand on regarde le gameplay d'un jeu, il y a toujours un petit enjeu où est-ce que ça reste qu'il y a un petit jeu à la caméra. Tu sais, on va amplifier certaines réactions, on va vouloir un peu mousser qu'est-ce qui se passe. Donc, il y a un peu un enthousiasme qui est là. Ouais, Et le c'est côté normal parce qu'au acteur, le côté comédien, en fait, surtout si je pense à Raphaël, qui est un comédien, donc qui a quand même beaucoup d'expérience et est capable de mettre beaucoup d'émotions lorsqu'il va démontrer des parties, puis c'est pas du tout un côté négatif ou une critique de quoi que ce soit. Il est comme ça, c'est une personne qui est très exubérante, donc qui met beaucoup d'énergie dans ses vidéos. Euh, des fois, effectivement, va faire paraître un jeu peut-être beaucoup plus excitant qu'il l'est en réalité. Puis c'est un double tranchant un peu parce qu'après ça, toi, tu vas te le procurer ou tu vas l'emprunter et tu vas le ramener chez vous, tu vas l'essayer, puis tu fais OK, c'était pas si bon que ça, mais lui, il avait l'air de exact. triper ben raide. Moi, je suis comme un peu mi-figue, mi-raisin là-dedans, là. Donc, c'est ça, Ouais. c'est vraiment du Ben, double tranchant, là. ouais, c'est ça. Puis en fait, je pense que le meilleur exemple de ça, c'est l'ancien acteur de Star Trek qui avait fait des Will. Will Wheaton. Oui, c'est ça, que là, il accueillait justement là, des personnes des YouTubers ou des personnes là, connues un peu sur le web. Et là, le but, c'était vraiment de faire mousser le jeu pour le rendre vraiment attrayant, et qu'on dise waouh, ok, ça va lever solide, là, tu sais. Je pense pas que d'ailleurs, je pense pas, c'est ça, que Raph ou Pierre-Louis cherchent à être aussi, cherchent ça, là, nécessairement, tu sais. Ils veulent juste montrer, ils veulent juste animer, ils veulent être enthousiastes. Puis c'est normal, en fait, ça fait partie de leur personnalité aussi. Donc, c'est juste, en fait, cette petite nuance-là. Mon but, c'est pas de critiquer, c'est vraiment de dire que dans ce genre d'expli-partie, ça se peut qu'on se retrouve des fois à avoir un sentiment en tant que consommateur, en tant que joueur, où est-ce qu'on se dit ah, ça a l'air vraiment intéressant, puis finalement ça tombe à plat quand on est devant le jeu. Ce qui On se m'amène cachera pas, d'ailleurs, par oui, exemple, que ces explications-là puis ces parties intimes-là, ce sont des publicités payées. Ça, c'est clair. oui, Eux autres, ils oui, sont payés pour jouer des parties. Donc, c'est pas, ce ne sont pas des critiques du tout. C'est vraiment une exact. publicité carrément, là. Oui, tu sais, ouais, c'est ça. Tu sais, je dirais que c'est là où est-ce que moi, je trouve que c'est la nuance et de difficile, tu sais, parce que on peut se perdre dans une forme
dans une forme, c'est ça, de publicité. Puis je pense pas que ce soit, tu sais, c'est pas volontaire, tu sais. Puis je veux noter aussi que je pense qu'on a une perspective qui est péjorative des fois de la publicité, mais au final, c'est devenu en fait le moyen par excellence de l'industrie du jeu de société pour faire valoir leur jeu. Et souvent, ça fonctionne. C'est là qu'ils vont chercher leur public, tu sais. Fait que l'idée, l'objectif, c'est toujours, en tant que tel, d'aller chercher un plus grand nombre d'achats. Donc, c'est comme un peu une règle non écrite là, dans le libre marché dans lequel nous sommes. Mais ça, tu sais, puis en fait, ça m'amène justement à parler de l'autre perspective, c'est-à-dire le joueur consommateur. Et là, en fait, je vais amener plusieurs nuances parce que, mettons, le premier exemple, c'est que il y a des jeux que moi, ben en fait, qu'on on n'a pas le choix d'acheter. On n'a pas de copie fournie. Donc, nécessairement, quand nous, on commence à regarder un jeu, ben en fait, quand moi, je commence à regarder un jeu, c'est certain que il y a le côté monétaire, donc la valeur apportée, et surtout aussi de se dire, ben attends un peu, si je paye 200 $ pour ce jeu-là, est-ce que plus tard, je vais être capable de le vendre à un prix approximativement similaire, ou du moins le garder dans ma collection assez longtemps pour avoir l'impression que j'ai fait le tour et que je suis prêt à m'en départir. Ou tout simplement pas m'en départir du tout. Donc, en Donc cet partant, aspect-là, quand oui, tu achètes un jeu, tu vas avoir fait ton travail déjà de recherche avant. Donc, tu sais que c'est déjà un jeu qui va te plaire. Donc, c'est sûr que tu vas avoir peut-être moins de côté négatif, puis ta critique va être vraiment biaisée sur le fait que ben, tu as acheté un jeu pour toi et non pas pour oui, faire une critique. oui, exactement. Et je pense que là où la nuance vient, c'est que souvent le YouTuber va faire la vidéo, va jouer à un jeu pour produire un contenu et donc nécessairement jouer à des jeux qui sont dans la niche de leur public cible en tant que tel, alors qu'un joueur va acheter et jouer pour son plaisir personnel. Et je dois vous avouer en fait que moi, quand j'étais avec l'école du jeu, je me souviens très bien à quel point que l'accumulation de jeux non joués et de vidéos à faire, ça me hantait, ça devenait vraiment, vraiment toxique. Et surtout, je ne me permettais pas de jouer réellement pour mon bon plaisir. Ça m'est régulièrement arrivé d'avoir un jeu sur la table et, je vais le dire de même, avoir honte d'avoir présenté ça à mes amis. Pas régulièrement, là, évidemment, mais tu sais, au moins facilement, là, plusieurs fois que je me souviens qu'on s'est assis puis qu'on a fait ouais, ben c'était pas si bon que ça pour un jeu de 2-3 heures. Et ça, c'est décevant, tu sais, Moi, ça m'est arrivé tu sais, en tant aussi, que. moi te le dire, mais en tant qu'auteur. Quand Ouais, tu présentes tes propres protos, puis ça dure 1 heure et demie, puis que tu te rends compte au bout du compte que finalement, tout le monde a perdu 1 heure et demie de sa vie. Mais bon, dans des jeux publiés, ça devrait techniquement pas arriver. oui, c'est ça. Ben, en fait, c'est parce que là, ça tombe dans ce que tu disais comme la tranche de goût des joueurs, tu sais. Fait qu'en soi, il y a des, tu sais, puis aussi, il y a le rapport aussi avec l'auteur, tu sais, mettons, moi, j'aimais énormément, tu sais, Bruno Catala, c'était un gars avec qui j'aimais énormément être en contact. Je trouve qu'il y a une belle, c'est une belle âme. Puis c'est un homme qui a de l'expérience derrière la cravate, puis mais tu sais, j'aime pas tous ces jeux, tu sais. Donc, de me retrouver avec une boîte de catalogue, tu sais, en tant que tel, devant la caméra pour dire, ben regarde, voici le jeu, voici en tant que tel, tu sais, voici en tant que tel, je vais mousser, en fait. Mais comme joueur, ben je risque de faire comme, tu sais, c'est pas son meilleur, puis tant qu'à ça, ben je vais aller jouer à d'autres choses. Est-ce que vraiment ça peut se dire devant la caméra? J'en doute fort. L'autre point aussi que je trouve qui est important à mentionner, c'est que
en tant que joueur consommateur, un achat de 200 $, 250, il y a surtout, admettons, en sociofinancement, ou même quand on n'a pas joué au jeu, euh, c'est un gamble. Et parfois, on veut des fois se convaincre qu'on a fait un bon achat. Et ça devient tendancieux parce que ça fait en sorte que moi, je me suis perdu, là, puis je peux donner un exemple très, très clair. Anachronie, les premières fois que j'y ai joué, moi, j'étais super excité. J'avais acheté la totale, je l'avais reçue, puis là, j'étais vraiment, vraiment enthousiaste. Et j'ai joué une première partie, je me suis dit, voyons, il me semble qu'il y a quelque chose. Là, après ça, une deuxième, une troisième, quatrième, cinquième. Puis j'étais arrivé à 6, 7 parties, puis je me suis dit, mais j'aime pas le jeu. Donc, en tant que tel, c'était pas inintéressant d'explorer, mais ça reste que, à quelque part, quand il y a une somme monétaire qui est investie, il y a aussi un billet qui est là où est-ce que tu veux te dire, ben, je suis rentré dans mon argent, puis je suis satisfait. D'où l'intérêt d'essayer les jeux en les empruntant, en allant à la bibliothèque, dans des médiathèques, les ludothèques, emprunter à des amis, des organismes, ou durant les festivals, peu importe. C'est la meilleure Ouais, façon et probablement que c'est ton opinion la moins biaisée. Parce que, en ouais, fait, tu n'as pas le côté influenceur, tu n'as pas le côté acheteur non plus, parce que tu n'as pas dépensé un sou, en fait. Ben, moi, c'est sûr que tu as exact. peut-être des prix de location ou quoi que ce soit, mais c'est mineur. Mais tu n'as pas dépensé ce 200-300 $-là pour le all-in avec toutes les petites miniatures puis toutes les affaires cute en métal. Fait que c'est probablement la meilleure façon, en fait, d'avoir une opinion non biaisée d'un jeu. Exact, exact. Fait que, tu sais, puis à ça, par contre, il y a toujours l'enjeu que certaines nouveautés, tu sais, je peux prendre l'exemple de Brass Pittsburgh. Présentement, il y a pas de manière d'avoir une copie physique. On peut y jouer en ligne, oui. Mais il y a plusieurs jeux comme ça qui sont sur plateforme de socio-financement où on va pouvoir peut-être jouer en ligne, mais d'autres fois, quand on peut pas, ben souvent, ça va être un lancer de OK, dés, tu sais. là, je vais mettre mon pied à terre, par exemple. Essayer Oui, un jeu sur une plateforme en ligne, ce n'est pas jouer au jeu physiquement. tout à fait. C'est deux choses, deux expériences complètement différentes. Il y a des jeux qui ne devraient pas se jouer sur des plateformes comme Board Game Arena ou Brettspielwelt ou peu importe la plateforme, ou même Tabletop Simulator ou quoi que ce soit, parce que on n'a pas la même expérience, on n'a pas les gens en personne, on n'a pas le côté social de la chose. Et là, je peux penser à un jeu, en fait, bon, je vais renommer Thomas encore, mais son jeu World Traveler, qui est sorti l'année dernière, ça fait vraiment pas très longtemps, a été mis sur Board Game Arena. Et selon moi, c'est une grosse erreur. C'est un Mhm, jeu avec un côté social, avec de la communication. Euh, Ce n'est pas un jeu qui est fait pour Board Game Arena du tout. Et j'ai l'impression que mhm. ça l'a nuit à ses ventes et aux critiques. Et ce que je déplore un peu, c'est que les gens qui vont mettre des critiques sur Board Game Geek, souvent, vont en fait dire ah, OK, moi je l'ai essayé sur Board Game Arena, puis c'est de la merde. Ben, le problème, au moins, ils ont mentionné que c'était essayé sur Board Game Arena. Déjà, ça, c'est quand même un bon point, là. Mais il y en a plein qui ne mettront pas, là, ce commentaire-là. Donc, ils vont mettre une note de 4 Ouais, sur 10, puis ils vont dire que c'est pas un bon jeu. Tu l'as-tu joué en vrai? C'est pas la même chose. ouais, L'autre jeu tout à fait. que je reviens tout le temps, c'est Palace Geflüster. Je ne jouerai jamais à ça en ligne parce que l'interaction entre les joueurs puis le fait de pouvoir s'envoyer, promener complètement, ça fait partie de l'expérience de jeu. Ça aurait été vraiment un Exact, jeu de schnout si on l'avait joué en ligne. exact. Fait que, tu sais, dans tout ça, c'est ça qui est justement, encore une fois, un lancer de dés parce que, ben, on n'a pas la copie physique. Puis encore là, c'est un peu c'est comme un cercle vicieux parce que tu vas te fier en fait aux critiques, tu vas te fier aux livres de règles, mais finalement, cet écosystème-là est fait pour acheter le jeu et c'est ça qui est le plus difficile en tant que joueur consommateur
D'où pourquoi est-ce que, personnellement, moi, je préfère les jeux qui sont plus vieillots, au sens où est-ce que, ben, premièrement, bon, nonobstant le style de jeu, je peux déjà me fier à des joueurs qui l'ont déjà essayé et qui peuvent, premièrement, me présenter leur copie et deuxièmement, y jouer avec ces joueurs-là euh, qui connaissent les règles. Euh, Nuance si je m'assieds avec Pierre puis c'est lui qui explique les règles, mais ça, c'est une autre histoire. Sinon, mais Je dois dire, sinon, je suis dans la tu sais, ce même qui est gang que Pierre, par exemple. Je dois le dire, ah, j'oublie toujours des règles quand j'explique des jeux. je suis entièrement, je suis tout à fait aussi coupable de ça, là, tu sais. Euh, mais tout ça pour dire que il y a cet élément-là, justement, que le jeu a été joué, donc pas besoin de, tu sais, Il pas n'y a pas eu besoin de l'acheter d'influenceur. Il n'y a directement. pas eu de travail d'influenceur en arrière. Ça n'existait pas Ouais, dans les années 90, les influenceurs. Il y avait quelques exact. personnes qui faisaient des blogs, mais la plupart du temps, c'était avec du bouche à oreille, de joueur à joueur. Donc, si le jeu n'est pas bon, le bouche à oreille ne se fait simplement pas. Exact. Et en plus de ça, tu sais, on peut se dire que les influenceurs qui vont couvrir des jeux plus old school, leur but, et c'est là où est-ce que je pense qu'il y a vraiment, vraiment une distinction. euh, Ils ne peuvent pas recevoir des copies gratuites à moins qu'une personne qui les aime bien leur envoie, mais ils n'ont pas de compte à rendre, et de un. Et de deux, leur objectif, c'est de sortir des boulamites, des jeux qui sont encore d'actualité et qui sont très agréables à jouer. Ce qui fait en sorte que ben, souvent, on va tomber plus dans un côté enthousiaste parce que ben, c'est ça, on redécouvre des jeux. Mais ça reste que ben, la tentation d'achat est aussi grande, sinon plus, parce que ben, pour 200$, tu peux avoir 10-15 jeux. Tu sais. C'est ce que j'allais dire. Là, tu Fait que, fais, au lieu de dire ouais, j'ai payé 200$ ce jeu-là, tu fais c'est un bon jeu, puis check, j'ai payé juste 10$ d'une vente de garage. Oh, on vient de perdre exact. le visuel de Pierre. Mais oui. Donc, Mais je suis tout à fait fait que, d'accord, mais ouais, le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de critiques qui est non biaisée. En ce tout à moment, fait. tous les commentaires qu'on voit en fait sur les nouveautés, il n'y a absolument rien de non biaisé. C'est peu Ouais, importe, soit tu es un consommateur, tu es biaisé par ton achat, puis par justement la volonté de justifier ton achat. Soit tu es un influenceur, puis soit tu reçois carrément des copies, ou même si tu ne reçois pas des copies, puis tu l'as payé toi-même, des fois, tu veux donner des bonnes critiques pour éventuellement recevoir des copies de jeux gratuites. Tu travailles le futur tout à aussi fait. dans un autre sens. Fait que c'est Ouais, effectivement, dernièrement, tout ce qu'on va voir, là, c'est des vidéos ou des commentaires qui vont ressortir le positif des jeux sans tellement parler du négatif, ou sinon, ils vont parler du négatif, mais qui n'est pas vraiment un négatif. Là. Ah, j'ai trouvé que la boîte était un petit peu mince. C'est comme, bon, ok, on s'en calisse un peu. Là. Mais c'est dans le sens que tu as des commentaires que ça n'a pas tellement d'impact sur le gameplay, sur le jeu ou quoi que ce soit. Euh, Par ouais, contre, moi, je pourrais te parler d'un jeu que j'ai essayé au Jab là, qui s'appelait Arborea, qui est un bon jeu, mais qui fait saigner des yeux. Si le jeu pouvait être brun et beige, et je pense que je l'aurais préféré. C'est. ouais. Je sais pas si tu sais C'est, de oui, quel je oui, parle. c'est, Il y a tellement de oui, oui. couleurs après ça, mais tu sais, ça, c'est un côté négatif du jeu pour moi. Mais c'est le genre de Ouais, commentaires exactement. qu'on va faire ressortir, en fait, par des influenceurs. Là. Ouais, c'est ça. Ben, tu vois, c'est intéressant parce que il y a un gars sur un gars, justement, là, c'est Hidden Gems. C'est un gars de Vancouver qui a une pizzeria ludique. Puis lui, en tant que tel, Pizzeria j'apprécie beaucoup ludique. Oui, Pizza Ludica. Il Wow. s'appelle Daryl. Donc, il fait partie, c'est lui qui a démarré la guilde des OG
sur BGG, OG pour Old Gamer. Euh, donc, lui en soi, ce que je trouve C'est pas exactement intéressant, Old c'est Gamer, que... mais Comment? c'est pas exactement Old Gamer, mais Non, c'est Old German. C'est Old German, excuse-moi, Old Pierre. German Games, ouais. Ouais, c'est ça, exact. Mais ce qui est intéressant de lui en tant que tel, c'est que oui, il va amener des points très positifs, puis il va souvent amener des jeux qui apprécient beaucoup devant l'écran. Mais sa critique est toujours en fait nuancée parce que justement, son approche par rapport au jeu, à cause de l'expérience qu'il a comme animateur slash responsable d'une pizzeria ludique, ça lui donne en fait un regard critique puis un reflet de qu'est-ce qu'il présente sur les tables. Donc, il y a comme un côté journalistique en fait à son approche que j'apprécie particulièrement. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est rendu très difficile en fait d'avoir cette approche-là plus critique, plus nuancée, qui va vraiment aller plus en profondeur parce qu'on est axé sur la quantité et sur l'accélération et donc aller voir le plus de jeux possible, quitte à jouer une seule fois puis ensuite sortir la critique du jeu, voire des fois juste lire les règles et donner son opinion parce que oui, il y a des gens qui font ça. Ou même faire une présentation d'explication des règles sans avoir joué le jeu en tant que tel. Parce que oui, il y a des influenceurs qui font ça. Et là, Donc, je vais faire une oui, petite pause. Je veux plugger un événement qui va avoir lieu dans 2 semaines à peu près, les 13 et 14 juin. C'est pas au Québec, c'est à Toulouse, en fait, que ça va se dérouler. Et c'est la première édition du Festival des médias ludiques. Et c'est justement organisé par donc Jérémy Parent, qui est la personne principale de Punchboard. Donc, lui a OK. décidé il s'est dit, il n'y a pas de festival justement axé sur les médias ludiques qui vont faire, donc ils vont faire des tables rondes, ils vont faire des présentations, ils vont avoir plein de jeux qui parlent de journalisme, entre autres aussi. Donc, c'est les 13 et 14 juin à Toulouse. Si jamais vous êtes dans le coin, vous êtes en France, donc on a quand même plusieurs auditeurs en France, je vous suggère d'aller regarder ça. Donc, petite salutation à Jérémy, là. Oui, fait que ben c'est ça, tu sais, puis je pense que c'est ça, c'est qu'il y a, tu sais, en fait, tu sais, pour moi, les trois acteurs principaux, c'est-à-dire l'éditeur, distributeur, le média et le consommateur, sont comme pris dans cette roue-là qui tourne incessamment. Puis que dans le fond, tu sais, est-ce que c'est la poule ou l'œuf là, rendu là? Parce que bon, tu as d'un côté les distributeurs qu'eux autres, ils veulent générer le plus d'argent possible, le plus de revenus possible, donc génération de beaucoup, beaucoup de titres. Les médias, eux autres, vont encourager en fait cette consommation-là au point qu'eux n'ont pas nécessairement la perspective financière à considérer. Et finalement, les joueurs en soi deviennent de plus en plus, comment je peux dire, avares de posséder, donc de vouloir jouer et donc d'accumuler en fait le nombre de jeux, de les faire rouler. Donc, où est la courroie de transmission là-dedans? Puis c'est pour ça que présentement, comme joueur, moi, j'ai décidé de faire un pas de côté où est-ce que je me restreins dans mes achats, mais je me restreins aussi dans l'écoute de contenu. Puis je vais me référer à des amis ou des recherches que je vais faire sur le jeu en soi. Et ça, c'est quand même difficile parce qu'il faut que tu ailles des personnes autour de toi qui connaissent ces jeux-là, d'un côté, et de l'autre, ben, il faut être capable de savoir comment bien faire ses recherches. Chose qu'aujourd'hui, ben, peu importe qu'on sorte du monde ludique ou non, on n'est plus capable de faire ça comme il Ben, faut, mais ça, si je Oui, prends Board Game Geek, en fait, tu sais, on peut toujours aller voir lire les commentaires, puis on en a parlé à plusieurs reprises, là. Les commentaires sur Board Game Geek, il y en a qui sont vraiment intéressants, qui sont bien étoffés, sont quand même assez rares, mais il y en a.
Le problème de tout Ouais, ça, c'est que même si tu dis, OK, cette personne-là a pris vraiment le temps de bien décrire et tout, si tu ne connais pas cette personne-là, en partant, peut-être que la personne a un lien personnel avec l'éditeur, avec l'auteur du jeu, avec l'illustrateur, ou au contraire, peut-être qu'il les déteste, que ça va biaiser son commentaire. T'en as aucune idée. Puis tu sais pas non plus si cette personne-là, bon, des fois tu peux connaître quand même l'usager, là, je dis ça comme ça, là, mais des fois ça peut arriver, là. Mais des fois, ouais, t'as pas les mêmes goûts que la personne non plus. Fait que ça veut pas dire que cette personne-là aimait ça, que toi tu vas aimer ça non plus. Fait que, tu sais, exact. il y a Le des très pourquoi, bons jeux que moi j'aime pas. Je suis capable de dire c'est un bon jeu, c'est pas pour moi. Tu sais, je ouais. prends un exemple de 10 Maker, mais je ne jouerai jamais un jeu de 4 heures parce que ça ne m'intéresse pas. Mais je sais que c'est un Ouais. excellent jeu. Mais tu sais, puis en fait, c'est justement là l'intérêt de savoir comment faire ses recherches parce que ben, cette personne-là qui a pris du temps va avoir un compte BGG qui est actif ou qui était actif, peu importe, et elle a laissé probablement des commentaires sur d'autres jeux et des notes, ce qui fait en sorte que quand on regarde les jeux qu'elle a dans son top 10 ou qu'elle a coté 8 ou plus, ça donne aussi un indice de quel genre de jeu attire cette personne-là. Euh, Puis ça, on en a déjà discuté, je pense, là. Tu sais, je dirais que je pense que c'est ça la beauté présentement d'être un joueur, c'est qu'on a le choix de dire est-ce que j'embarque dans ce rythme de consommation-là, puis est-ce que je me laisse emporter par la vague, ou est-ce que je décide de prendre d'être en retrait et de décider volontairement de choisir mes jeux, de prendre du temps, de savourer chaque moment précieux de jeu. Euh, Tu peux le faire comme média, mais le problème, c'est qu'à cause des algorithmes, plus on publie, plus on va être vu. Et c'est rare que, mettons, une vidéo que je vais faire qui m'a pris 5 à 10 heures, c'est rare que je vais trouver ça acceptable d'avoir 10 vues, mettons. Fait que, mon but, c'est d'aller chercher le plus d'audience possible. Et donc, ça vient aussi influencer mon rythme de production de contenu. Mais tu sais, comme joueur, moi, personnellement, j'encourage énormément les gens à commencer à prendre un peu un pas de côté pour commencer à réfléchir. Bon, ben, tu sais, j'ai une tonne de jeux chez nous. Maintenant, il y a des jeux que j'affectionne, que j'ai aimés, pourquoi est-ce que je ne rejouerais pas, là, tu sais, plutôt que d'aller chercher tout le temps la nouveauté, puis de me faire prendre par la vague, tu sais. Parce qu'on n'est pas dans une piscine à vagues, on est dans notre sous-sol de maison, dans notre man's cave, puis qu'on a le droit de boire de la bière, puis d'avoir du fun autour d'un jeu qu'on a déjà joué. J'ai tellement décroché dans la dernière année, honnêtement, sur les nouveautés, que je suis arrivé au Jab. Donc, c'est un événement de 5 jours avec souvent juste les nouveautés et puis Pierre qui amène des affaires weird. Euh, je suis arrivé là, puis je me demandais, c'est quoi qui est sorti cette année? J'en avais aucune espèce d'idée ou presque. J'avais noté 3, 4 trucs là, qui m'intéressaient, mais j'étais comme, je sais même pas qu'est-ce qui est sorti en 2025 puis en début 2026. J'ai tellement pas suivi les actualités dernièrement. Aussi, j'ai commencé à décrocher pas mal là-dessus. Je suis quelques chaînes pour regarder ce qui sort, mais il y a tellement rien pour moi qui sortait du lot, malheureusement, à part 2, 3 trucs, comme j'ai dit, là. Mais effectivement, moi, je préfère les jouer en festival, en événement, ou les emprunter à des gens, tout simplement, pour les essayer. Puis souvent, ben, je vais jouer une Ouais, partie, puis je vais être content. Je l'ai essayé. C'est le fun. OK, next. C'est exact. malheureusement, c'est comme presque du junk food au niveau du jeu maintenant. C'est souvent, tu vas le prendre, tu vas jouer une partie, puis on passe au suivant, là. Puis 1 heure après, t'as Ouais, encore faim. Fait que c'est exact. comme du McDo, là. Fait que, Ouais.
une exception. Je pense que j'ai acheté 3 jeux dans la dernière année à l'état neuf. Les autres, c'était 3 autres usagés. C'est tout. Quand même, en 5 mois, c'est beaucoup moins que ce que j'achetais auparavant. Puis là-dedans, maintenant, j'achète que des jeux pour jouer avec mes filles ou jouer avec ma famille. Quand je les achète, c'est vraiment dans ce but-là. J'ai des jeux de gamer, je vais les jouer à l'extérieur et c'est tout. Je n'ai pas le crowd à la Exact. maison pour ça. Ça ne vaut pas la peine. Puis mon ami, à chaque fois que j'achète un jeu, de toute façon, il s'achète une copie aussi de son bar. Fait que là, on se retrouve avec des jeux en double, puis je joue juste avec lui. Fait que je vais te le dire, Martin va chier. Fait que voilà, fait que ça fait pas mal le tour là, de ce premier jet là, en tant que tel de influenceur versus consommateur, versus consommateur versus joueur. Si c'est le fun, ben, on passera à une prochaine mouture, je vais le dire comme ça. Je m'attendais à ce qu'il y ait Puis plus donc, en fait, de différence entre les deux, puis je me rends compte que, en fait, il y a un biais. Peu importe t'es qui, il y a à peu près toujours un biais au niveau de ta critique. À peu près oui, toujours. définitivement. C'est juste Pierre Oui, qui est capable de faire la part des choses. Mais Pierre, c'est un professionnel. ouais, Là. ouais, mais Pierre, c'est parce il a joué à tout, fait qu'il est plus impressionné du haut de ses 4 pieds 6, là. C'est ça, il est rendu blasé. Là. C'est pas pareil. Exact. Fait que, fait que Pierre, justement, là, c'est à ton tour de nous parler d'amour, toi qui es si silencieux. Euh, Parle-nous donc de Les tes fameux auteurs. auteurs. Hey, Je ne voudrais pas Ouais, entrer la conversation parce que je savais que si je plongeais avec vous autres, on aurait encore pour une demi-heure à parler. non, on n'est ben jamais là, comme ça. Pierre. Nous autres, on se dit, OK, on va booker ça dans 1 heure, puis on finit à 1h45 à peu près. Je me Mhm. rappelle qu'on a Ouais, déjà c'est fait ça. des épisodes de Mais deux là, heures et demie. Là. ouais, mais là, Pierre, tu vas faire ça tu vas faire ça comme un champion. Tu vas prendre 15 minutes par auteur. Ouais. Ben, en fait, le Oui, oui, problème, Vincent, là, je le vois venir déjà, là, c'est que tu vas chialer sur les 2 auteurs. Parce que Pierre m'a dit c'était qui. Fait que tu vas chialer, c'est sûr. Fait que là, on va avoir 15 minutes juste attendant de chialer. Non, mais moi, j'ai décidé quelque chose. J'évite le chiolage pour qu'on finisse le plus vite possible. C'est excellente, Puis, excellente idée, ça, Vincent. Alors, je Pierre, vais ta quand même. liste. Non, chut. Mais Chut, dans chut. ta liste, on est rendu au numéro 43 de la liste des auteurs les plus influents des 50 dernières années. Je me souviens plus lesquels, mais on les renommera pas parce que ça va être long. Fait qu'on va passer tout de Oh. suite au numéro 43. Ben, écoute, on peut quand même les nommer en vitesse parce que ça fait quand même un bout de temps. Et puis, de toute façon, Si je t'as la pense que là, liste on va proche, changer de vas-y, moi je l'ai pas. Oui, bon, alors, le numéro 50, c'était Volko Ruhnke. Le numéro 49, c'était Richard Lonius. Le numéro 48, c'était Richard Emblin. Le numéro 47, c'était Rob Davio. 46, Jean-Louis Roubira. 45, Bruno Feduzzi. Et 44, Richard Borg. Et ces auteurs-là sont basés sur 5 critères qui sont tous notés pour cumuler une note de 100. Et la note la plus forte va, en fait, le plus gros ratio de la note va aller à comment l'auteur a amené de la transformation structurelle dans le hobby. Ensuite, la deuxième va aller à la façon que l'auteur a été antérieur dans son existence aux autres qui sont passés après lui. Ensuite, le troisième, c'est son empreinte culturelle par rapport à ce qu'il a fait. Ensuite, la durabilité de ce qu'il a apporté dans l'industrie ludique et finalement, comment il a influencé directement d'autres auteurs de jeux. Maintenant, le nom qu'on a ce soir pour la place numéro 43, Ce n'est pas un Richard, même s'il y a 3 Richards sur 7 déjà à date. ce n'est pas un Richard, effectivement, mais c'est encore, par contre, un Américain, comme la majorité de ceux qu'on a nommés jusqu'à maintenant. Et c'est un Américain qui a été nommé
encore une fois, parce qu'on va y revenir souvent dans cette liste-là, on va revenir à la saison 10 des 50 jeux les plus influents des 50 dernières années, parce qu'il a inventé un jeu qui en fait Un jeu. partie. Il y en a fait rien qu'un. On va dire, il en a fait 3. Il en a publié 3. Ouais, mais il y a Et rien qu'un c'est d'important. Les autres, non. Ben, c'est parce qu'il aurait pu pousser plus fort pour les avoir les deux autres, mais vous allez comprendre un peu pourquoi c'est celui-là. En fait, il y en a juste un des 3 qui a été vraiment son succès. Il y a à peu près 22 itérations, par exemple, de ce jeu-là. Oui, en fait, quand Antoine parle du jeu de Monsieur Kirby, Matthew Kirby, il parle de Apples to Apples. Et c'est pas seulement un jeu, c'est un phénomène dans l'industrie du jeu. C'est pour ça qu'il a fait partie des 50 jeux les plus influents. Il s'est vendu littéralement, jusqu'à ce jour, plus de 20 millions de copies d'Apples to Apples. Et Apples to Apples a vu le jour il y a 25 ans. Ou un petit peu plus que 25 ans, on va dire. 25 ans, 99. Donc, ouais, 99. Et vite fait comme ça, on n'est pas loin présentement du chiffre de 1 million de copies par année en moyenne. C'est quand même assez phénoménal. Euh, et c'est phénoménal parce que Apples to Apples a provoqué littéralement une nouvelle catégorie de jeu lorsque Kirby l'a inventé par accident. Et cet accident-là a été relaté par Simon Jutras euh, lorsque j'ai fait la saison 10 avec lui. C'est lui qui est en charge de raconter la genèse de Apples to Apples et comment M. Kirby avait été chez ses beaux-parents pour simplement leur poser des questions, pour passer du coq à l'âne en demandant simplement lequel des deux écrivains américains entre Hemingway et Fitzgerald était le meilleur, pour ensuite passer de qui a été le meilleur entre Picasso et Hemingway, puis après ça, qui est le meilleur entre Picasso et un grille-pain. Le grille-pain. Le grille-pain. Et puis, ben, ça l'a fait, évidemment, l'effet que vous vous doutez. Ça l'a vraiment provoqué des fous rires. Et il s'est rendu compte qu'il avait une idée de jeu avec ça. Et il n'a pas tardé à s'informer de où il pourrait vendre ce concept-là, en aboutissant dans les salons de jeux américains les plus courus, comme le Origins Convention et le Gen Con, bien sûr. Et on sait aussi l'histoire par rapport à ça, qui était racontée la saison 10. Il a été retenu par l'éditeur Out of the Box. Et c'est ça qui a fait la vache à lait de Out of the Box pendant plus de 15 ans. Monsieur Kirby, par contre, on pourrait penser que c'est un one-hit wonder à cause de ça. On pourrait penser que c'est l'homme d'un seul jeu, comme plusieurs auteurs ont créé des jeux qui ont fait partie du top 50 de la saison 10, mais qui ne sont pas listés dans la liste parce qu'ils ont créé justement un seul jeu et qui se sont un peu tourné les pouces ensuite en surfant sur leur succès. Monsieur Kirby n'est pas de ce genre. En fait, Monsieur Kirby, si ça se trouve, il adore la créativité. Il dit même que sa philosophie de vie, c'est ça. Mais en même temps, M. Kirby n'est pas un Américain typique. C'est à l'opposé total du spectre des Donald Trump et compagnie. C'est un monsieur qui, premièrement, a une tête ses épaules. C'est déjà une preuve. Deuxièmement, il est californien. Quand vous êtes américain et californien, vous êtes déjà là assez à part dans votre façon de penser dans la vie. Parce que ceux qui connaissent un peu les États-Unis et qui savent qu'est-ce que c'est la Californie aux États-Unis, savent que c'est l'État un peu mouton noir des États-Unis. Il n'est pas le seul mouton noir, mais c'est quand même un gros mouton noir parce que c'est quand même l'État le plus populeux des États-Unis. Et c'est un État où règnent des façons de voir la vie beaucoup moins capitalistes et individualistes que le reste des États-Unis. Kirby fait partie de ces personnes-là. Kirby, c'est une personne qui ne cherche pas à tout prix à toujours faire plus d'argent. Évidemment qu'il ne crache pas là-dessus. Évidemment qu'il était très heureux en 2006 de pouvoir prendre sa retraite très tôt dans sa carrière d'ingénieur pour vivre de ses recettes qu'il faisait avec Apples to Apples. Mais
ça ne l'a pas empêché de vouloir créer d'autres jeux. Ça ne l'a même pas empêché, en fait, de vouloir connaître des nouvelles choses. Parce que M. Kirby est un homme qui voit la création comme la chose qui nous rapproche le plus de Dieu. Euh, et là, évidemment, il ne faut pas comprendre par là que M. Kirby veut être un Dieu, mais c'est quelqu'un de profondément, je dirais, penseur. C'est quelqu'un qui adore nourrir son cerveau et qui veut aller dans la profondeur des choses, dans l'existence. Pour vous donner une idée, c'est quelqu'un qui va avoir comme idole des personnes très variées, mais qui ont tous un point commun. Ils vont approfondir la connaissance humaine et la beauté de l'humanité. M. Kirby adore M. Carl Sagan, par exemple, un vulgarisateur scientifique parmi probablement les plus remarquables qui a existé dans les 50 dernières années. Il adule aussi Richard Feynman, qui est un prix Nobel de la physique quantique. Il adule également un poète britannique qui s'appelle William Blake, grand poète romantique, peut-être l'un, sinon le plus adulé de la poésie romantique du 19e siècle en Angleterre. Donc, c'est un bonhomme assez cultivé. C'est un monsieur qui veut vraiment non seulement se cultiver lui-même, mais partager les connaissances qu'il a et éduquer les gens. Ses jeux préférés, c'est des jeux qui vont vraiment apporter l'intensité du cerveau sur la table. Euh, il a déjà nommé ses jeux préférés, en fait. C'est les échecs, Donjons et Dragons, et un jeu de l'auteur qui est juste avant lui dans ce palmarès qu'on est en train de dresser, c'est-à-dire Liar's Dice. Il adore ces trois jeux-là qui sont complètement différents les uns des autres, simplement parce que ce sont trois jeux qui font ressortir qu'est-ce que c'est que d'être humain dans une société. Tous à leur façon, mais tous d'une façon très intense. Et puis, ben, c'est avec cette philosophie-là qu'il a voulu faire ces deux autres jeux. Qui n'ont pas été des succès, évidemment, comme Apples to Apples. Je veux dire, on ne peut pas vraiment refaire Apples to Apples avec le nombre de copies qu'il a vendues. Mais qui ont quand même leur mérite. Un jeu, en fait, son deuxième qu'il a publié, était chez le même éditeur qu'Apples to Apples, c'était Shipwreck. Et Shipwreck est un jeu assez intéressant. Et je dirais même qu'il mériterait d'être réédité. On a tenté de le rééditer en 2017-18 avec une campagne Kickstarter qui a échoué. Et Kirby n'était pas du tout pour cette campagne Kickstarter parce que, comme je vous l'ai dit, Kirby, ce n'est pas un capitaliste. C'est même un anti-capitaliste. C'est quelqu'un qui ne veut pas suivre les modes, il veut suivre la nature. C'est quelqu'un qui, s'il était un joueur et non un influenceur, ben, il jouerait à des vieux jeux, puis il rejouerait à ces vieux jeux. Ce qui me marque, c'est que je regarde en fait ces autres jeux. C'est écrit en gros sur les boîtes de Matt Kirby, le créateur de Apples to Apples. Et Oui, sur toutes parce les que autres boîtes de ces autres jeux, c'est indiqué la même chose. Le jeu Apples to Apples est tellement rendu connu partout que maintenant c'est rendu une référence. Ah, c'est le gars d'Apples to Apples. Euh, tu peux pas faire ça avec n'importe quel auteur puis dire mettre le nom de son jeu le plus connu parce que ça veut pas dire que Monsieur, Madame, tout le monde va connaître cet autre jeu-là. Sauf que Apples to Apples est un jeu que tout le monde connaît, tout le monde a entendu parler. Du moins chez les Américains. Au Québec, je ne sais pas s'il y a eu une version française. Probablement que oui, mais ça n'a pas été aussi populaire, je pense, chez nous. il n'y a pas eu de version française de Apples to Apples au Québec, malheureusement. La seule version française qu'il y a eu de Apples to Apples a été en France. Elle est sortie chez l'éditeur défunt Tactique et euh, ça s'appelait, ça s'appelait pas comparaison, mais ça commençait par C.
le titre m'échappe. Je me souviens juste de la boîte avec En une fait, patente. Mattel a fait une version française aussi. Mattel a fait une version française par ensuite, mais la première version française, c'est Tactique qui s'en était approprié. Concordance. Concordance, exactement. Donc, mais c'est les seules versions françaises que je connais de Apples to Apples. On n'a jamais eu une version québécoise de Apples to Apples. On a eu par contre des dérivés à ne plus finir de Apples to Apples, et on sait très bien que Cards Against Humanity est celui qui l'a été le plus illustre. Probablement celui qui l'a dépassé en vente aussi. Malgré que ça reste encore à voir, parce qu'on n'a pas des statistiques officielles des chiffres de Cards Against Humanity. Non, parce qu'il a été en fait libre de droit pendant longtemps. Tu pouvais tout simplement le télécharger en ligne et t'imprimer une copie chez toi si tu voulais. Là. Exact. Donc, c'était pas des ventes en tant que telles, c'était comme gratuit. Même au Québec, on peut penser à l'hostie de jeu qui est aussi la même chose, qui est une copie conforme de Cards Against Humanity en fait, ou Blanc Manger Coco, ou même aussi chez les Français. Là. Tout à fait. Tout à fait. Alors, c'est pour dire que M. Kirby, finalement, ben, il a fait deux autres jeux. Et son autre jeu qu'il a fait, c'était chez le même éditeur que Apples to Apples, out of the box, et c'était Shipwrecked. Et Shipwrecked est un jeu vraiment fameux parce que c'est un jeu d'enchères avec du bluff. Il y a un système d'enchères que je n'ai jamais vu refait dans aucun jeu d'enchères ensuite. Et là, Vincent va tout de suite aller voir c'est quoi, parce qu'il meurt d'envie de connaître c'est quoi. Et puis, Shipwrecked, donc, c'est un jeu où on fait des enchères pour un élément qui arrive, une carte finalement qui vaut des points, mais qui peut aussi rapporter un salaire pour avoir de l'argent de plus, et qui peut même avoir une valeur de revente quand on manque d'argent. Le but étant d'atteindre 150 points en premier. Ce qui est intéressant dans Shipwreck, c'est que vous avez des cartes qui ne vont pas donner le montant d'argent que vous allez payer, parce que le montant d'argent que vous allez payer va être indiqué selon à quel point vous allez faire persister l'enchère. Et là, vous allez me dire, oui, c'est normal, une enchère, c'est ça. On commence avec un montant d'argent, puis le montant change au fur et à mesure que l'enchère commence, ou se déroule. Mais l'enchère n'est pas contrôlée par les joueurs. C'est le plateau qui contrôle les enchères. Parce qu'il y a un plateau avec une grille. Il va, si je me souviens bien, avoir 6 rangées et une colonne par joueur. Ils peuvent être de 5. Et à chaque rangée, il y a un montant qui va être associé à la rangée qu'on va payer si l'enchère s'arrête là. Mais si l'enchère ne s'arrête pas à la première rangée, on s'en va à la deuxième rangée. Et si l'enchère s'arrête à la deuxième rangée, on va payer le montant à la deuxième rangée qui va probablement être moins cher. Et plus on monte dans les rangées, moins ça coûte cher. Et évidemment, si on se rend à la toute fin, ben, ça va coûter vraiment pas cher. Mais ce qui arrive, c'est que les joueurs ne vont pas placer des, comme j'ai dit, des montants d'argent. Ils vont placer des cartes qui vont soit être top, pass ou strike, soit l'équivalent de frapper ou gagner. Et ces cartes-là sont posées cachées. Et quand on a une rangée qui doit se compléter, les joueurs vont placer une carte cachée là, et ensuite, si quelqu'un a placé un stop dans cette rangée-là, il peut le dire, mais il peut aussi garder silence. Et s'il le dit, il retourne sa carte, et s'il est le seul à avoir placé un stop, c'est lui qui gagne l'enchère. Et c'est lui qui va ramasser la carte de la valeur. Mais si un autre joueur a placé un stop avec lui, ben là, il n'y a personne qui gagne la carte. Les deux personnes qui ont placé le stop payent quand même la carte. Donc, c'est un genre de push your luck dans un sens aussi. Oui, Sinon, parce c'est que ce qui arrive, une c'est que enchère à la hollandaise. Je sais qu'il y a un terme là, que le prix diminue avec le temps jusqu'à temps que quelqu'un dise stop. oui, mais sauf que l'idée aussi, c'est que quand les deux stops arrivent, ou plus qu'un deux stops arrivent, et que tout le monde finalement paye, on ne gagne pas la carte, si c'était la première rangée, ça va, tout le monde va payer le montant de la première rangée. Mais si c'était la dernière rangée et que les stops arrivent, ben là, en ce moment-là, les joueurs vont compter toutes les rangées qui étaient avant et vont additionner les montants de ces rangées-là. Et c'est ça qui va être le montant à payer. Aïe, aïe, aïe.
Et avec ça, il y a la carte Strike, évidemment, qui fait aussi gagner l'enchère et qui va devancer les stops. À moins, bien sûr, qu'il y ait eu un autre Strike qui a été joué. Et comme il y en a juste un, ben là, on ne sait pas vraiment s'il va être joué en dernier ou pas. Bref, c'est du bluff, c'est de la gestion de risque, mais c'est éminemment intéressant parce que c'est vraiment quelque chose qui n'a jamais été répété dans sa façon de faire. C'est très bien rendu et c'est très efficace. Non, Vincent, je n'ai pas ce jeu-là. Quoi? Quoi? Parce Non, que mais c'est une vraie question. Tu parles de ce jeu-là, puis là, tu es en train de dire, ah, c'est extraordinaire, mais je ne l'ai pas. Tu es en train de dire que tu veux vendre des jeux, là? Est-ce que d'influenceur? Pierre, il fait son agace ce soir. Ouais, ben, comme à chaque fois avec Vincent. Ah ouais. Parce que c'est facile d'agacer Vincent. Je dois dire que Oh. le visuel est vraiment horrible, par exemple. On voit vraiment Oui. le style de l'époque. Ça trahit son âge beaucoup. Ça fait penser un peu, en fait, à Munchkin. J'ai l'impression que c'est le même... C'est le même illustrateur, c'est John Kovalik. C'est un illustrateur, même si tout se trouve là, il fait sensation quand même parce que c'est parmi les plus populaires. Oui, mais Euh, en fait, dans Munchkin, ça fait bien, mais dans celui-là, ça fait comme un peu étrange. OK, les c'est cartes sont pas possible. si mal. En fait, c'est juste le plateau qui est vraiment pas super joli. Mais les cartes, ils ont de Ouais. la correcte. Mais oui, ça fait très, très Munchkin là, comme look. Là. Et puis, ben, avec ça, évidemment, il y a eu un certain succès, mais c'est clairement pas le succès de Apples to Apples que M. Kirby a récolté. Kirby, bon, après 2010, il s'est dit qu'il était temps qu'il était assez mûr pour voguer de lui-même. Alors, il s'est pas fié sur Out Il of the Box s'est pour avoir d'autres jeux. planté. Non, il s'est pas planté. À vrai dire, c'était même intentionnel ce qu'il voulait faire. Se planter? Ben, simplement, il cherchait vraiment pas à faire de l'argent, mais il cherchait quand même à vendre son jeu, à surtout faire connaître son jeu. Il aurait pu le vendre pour des miettes, puis il aurait été content quand même. Le fait est que pourquoi ce jeu-là a l'air d'être un jeu qui s'est présenté, c'est parce que, comme j'ai dit tantôt, Kirby n'était pas un capitaliste. En fait, il n'est toujours pas un capitaliste. C'est quelqu'un qui refuse obstinément les Kickstarter, qui bannit ça, et qui a décidé de vendre son jeu Picaroon en 2014 avec la technique du guerrilla marketing. Et le guerrilla marketing, c'est une technique où vous allez finalement adopter des démarches un peu inorthodoxes pour vendre un produit. Donc, vous allez faire du porte-à-porte, vous allez aller dans des conventions, puis vous allez faire des espèces d'événements qui vont attirer l'attention. Il raconte parfois que pour vendre son Picaroon, il s'en allait à des conventions de jeux, il sortait son Picaroon, il s'installait à une table, et il sortait le jeu. Et il se présentait, il disait je m'appelle Matthew Kirby, c'est moi qui ai fait Apples to Apples, puis juste avec ça, évidemment. Évidemment, c'est écrit en gros sur la boîte aussi. Aussi. Fait que là, les gens voulaient jouer à Picaroon parce que c'était le gars qui avait fait Apples to Apples. Picaroon, ben, c'est un autre jeu, je dirais, de gestion de risque, pas Sherlock. Très, très, très familial. Où est-ce qu'on va lancer des dés et avec une combinaison de dés un peu à la Candy Top, on va aller chercher un point de convergence dans une matrice de 6 par 6. Donc, si je lance 3 dés, par exemple, puis que j'ai un 2, un 3, puis un 4, eh ben, je vais pouvoir aller chercher une tuile dans une grille qui va être à la convergence de la rangée 3 et la colonne 4, ou vice-versa. Ou le 2 ou le 4, ou le 2 ou le 3. Et ces tuiles-là ont toutes finalement des thématiques de pirates. Le but étant de ramasser 3 d'une même couleur, ou 3 ou 4, je pense, de types différents pour gagner la partie. Et ça va être les règles de base. Et avec les règles avancées, on va avoir un plateau supplémentaire avec des tuiles spéciales qui vont pouvoir finalement mettre un peu de chaos dans le jeu. Et on va devoir payer de l'argent à chaque fois pour brasser des dés. Et si on veut en brasser des dés supplémentaires, il va falloir payer encore plus d'argent.
On peut aussi payer de l'argent pour rebrasser des dés pour essayer de dépasser quelqu'un qui nous a dépassé, parce que celui qui nous dépasse, finalement, celui qui a le plus haut total de ces 3 dés est celui ou celle qui va avoir la première occasion d'aller chercher une tuile dans la grille. Donc, c'est littéralement ça qui est le jeu, je dirais. C'est très, très accessible, très simple, fait pour s'amuser, mais aussi fait pour passer, comme j'ai dit au début, faire sortir un peu le côté humain du jeu de société. Parce que c'est vraiment ça qui importe le plus à M. Kirby. Mais non, évidemment que ça s'est pas vendu beaucoup. Ça s'est même tellement peu vendu que je pense que si vous allez sur Board Game Geek, il y a seulement une critique d'une personne Oui. qui a critiqué ce jeu-là, et elle est toute récente au moment où on C'est enregistre cette Pierre émission-là. Je hier pense qui a fait la critique, en fait. Ben, en fait, moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que dans les standards d'aujourd'hui, c'est un jeu qui est très long pour ce qui est. Ça dit 2 à 6 Euh, joueurs, 15 à 75 minutes pour un jeu aussi léger que ça. Ça reste oui, ben, très long. avec les règles avancées, je pense que ça peut aller jusqu'à 75 minutes. Mais avec les règles de base, sans les tuiles chaotiques, je peux te dire que ça va durer un gros maximum de 45 minutes. Même pas. Parce que c'est très. Les conditions de victoire sont quand même assez vite atteintes. OK. Euh, mais ça, c'est aujourd'hui aussi. Je te dirais que c'est quand ce jeu-là est sorti en 2014, on n'était pas encore dans la tendance du marché qui faisait que fallait faire des jeux de maximum 45 minutes pour se vendre. Et comme je l'ai dit tantôt, Kirby n'a absolument aucun intérêt pour suivre les tendances. C'est quelqu'un qui s'inspire de ce qui ça lui tente de faire, point. Euh, Et et en puis, fait, ben, on ne sait même pas qui est l'illustrateur. Je regardais les images, mais malheureusement, il n'y a même pas de nom d'illustrateur nulle part. non, effectivement. Ce qui est un peu décevant. On le sait que c'était pas de l'intelligence artificielle parce qu'en 2014, il n'y en avait pas. Fait que Oui. ça termine avec Matthew Kirby. Vincent, as-tu quelque chose à rajouter sur Monsieur Kirby? Non. Ben, en fait, présentement, je trouve que c'est une très belle présentation. Puis c'est un auteur que je vais aller voir, je vais explorer. Petite T'as anecdote, rien à là, explorer. Il y a Apples 3 to jeux, là. 3 jeux, puis Pierre les a Ben, c'est nommés. ça. C'est tout, là. Exactement. Fait que c'est comme, tu sais, c'est comme la vidéographie, la filmographie de Daniel Day-Lewis. Après 7 films, c'est fini. Mais c'est ça. Fait que au moins, tu les as écoutés, les 7 films. Mais blague à part, Apples to Apples a été un jeu qui, moi, personnellement, a baigné mes premiers temps là, avec le jeu de société. Puis je trouve même que Apples to Apples est supérieur en fait à Cards Against Humanity pour différentes raisons. Et premièrement parce que c'est accessible et deuxièmement parce que c'est aussi grand public. Euh, Puis particulièrement aussi, moi je l'ai beaucoup utilisé aussi dans mes classes pour apprendre les langues, euh, enrichir le vocabulaire des jeunes. Donc, pour moi, il y a vraiment, vraiment. Comme tu as dit, Pierre, c'est un jeu qui a vraiment transformé, qui a révolutionné, parce qu'après ça, il y a eu plein d'autres petits bébés. Puis on s'entend que, tu sais, je vais pousser, là, mais tu sais, quand je regarde Dixit, ben Dixit a clairement été influencé par le principe derrière Apples to Apples, là. Donc, pour moi, il y a pas lieu, il y a pas lieu de critiquer ça. Numéro 41, 42, 43, peut-être un peu élevé, mais en même temps, écoute, Pierre, c'est ton top, hein? Fait que tu fais ce que tu veux. Moi, je vais vous dire une chose à propos de Apples to Apples. J'ai jamais joué. J'en ai même aucune idée c'est quoi. À part que ça a vendu 20 millions de copies. Mais sérieusement, je suis totalement inculte à ce niveau-là. Il va falloir que j'aille voir ce que c'est exactement. Mais vu que nous autres, on n'avait que des jeux en français quand j'étais jeune,
ça n'a jamais rentré dans la maison. En fait, quand j'étais jeune, Ben, ça a il était en sorti en français. 99, j'étais déjà vieux à cet âge-là. Mais il était déjà en français. Ouais, mais j'avais 22 ans quand il est sorti en français. Ça trahit mon âge, là. Mais bah ouais, t'es donc bien vieux. Ah ouais. Fait que c'était pas mon genre de jeu que je jouais à 22 ans, là. Donc, Ouais. numéro 43, Matthew Kirby. Numéro 42. Numéro 42, Pierre? Le nom de famille du numéro 42 commence par S, Vincent. Ah, pas Smegmeyer. Non, ce n'est pas Jamie Stegmaier. Non, ce n'est pas Oups, Stegmaier. j'ai fait une erreur. Le numéro 42 est aussi un auteur qui n'a pas été si prolifique que ça. Il y a à peu près une vingtaine de jeux à son actif. Il en en fera pas d'autres parce C'est que plus c'est que de 3. plus que 3. Il en fera malheureusement pas d'autres parce que c'est le premier nom qu'on va nommer de cette liste et ce sera certainement pas le dernier. Qui est décédé. Il est un défunt auteur. Il est décédé en 2020. Non pas de la COVID, mais d'une longue maladie dégénérative musculaire. Monsieur Éric Salomon, dont on va parler ici. Ah ben oui, Éric Salomon, c'est sûr, j'allais deviner ça, Pierre. Bien sûr, n'est-ce pas? T'aurais dû. C'est un grand bonhomme. C'est un gentleman des auteurs de jeux. Je dirais même une éminence grise dans les auteurs. Et un Euh, champion international de croquet. Attention. et un champion international de croquet qui même a inventé des techniques de croquet qui sont devenues des standards aujourd'hui. C'est quelqu'un qui pensait souvent out of the box, comme on dit aux États-Unis, Et ou il a un outside of the box. doctorat en mathématiques. C'est effectivement un docteur en mathématiques. C'est un autre auteur comme Rainer Knizia, le docteur! Donc là, c'est le Pourrait se docteur faire. Solomon. C'est docteur Solomon. C'était pas le nom Un académicien. du personnage dans Third Rock from the Sun, le docteur Solomon. C'est-tu ça son nom de famille? Je pense que oui. Ah, ça se peut. Toujours est-il que Dr. Solomon, Dr. Eric Solomon, a été très, très, je dirais, bâtisseur, fondateur, pionnier, je dirais. C'est de ceux qui ont dessiné le paysage de notre hobby il y a 50 ans. Monsieur Solomon, non pas Dick, mais Eric Solomon, euh, était un académicien mathématicien qui adorait s'amuser, qui a grandi, en vrai dire, avec les classiques. En fait, il a évidemment grandi avec Monopoly et a joué aussi à Dover Patrol, qui était la version, je dirais, britannique de Stratego, avant que Stratego soit inventé. On parle d'une personne Euh, née en 1935, quand même. On parle d'une personne née en 1965, exactement, qui est mort en 2020. Donc, ben, si vous faites les calculs, ça fait qu'il est décédé à 85 ans. C'est quelqu'un donc qui, autour des années 60, a commencé à penser à commercialiser des jeux parce qu'il s'amusait déjà à créer des jeux. À vrai dire, le premier jeu qu'il a créé était sur un thème de guerre navale napoléonienne. Il n'a jamais pensé éditer ce jeu-là. Par contre, il a déjà écrit des articles sur ce jeu-là. Étant un académicien, Éric Salomon, c'est sûr qu'il pratiquait l'écriture de ses réflexions. Il a d'ailleurs écrit un article pour un colloque à l'Université Oxford en 2005. En fait, dans une conférence sur un colloque sur la thématique des sciences du jeu de société. Et ça s'appelait
Ça s'appelait AIDS to Originality, je pense. C'est un article qui faisait l'éloge de l'originalité dans les jeux de société. C'est pas mauvais, hein? Pour l'époque en plus, on s'entend. En 2005. Ah, ok. Ça, c'était en fin en de 2005. carrière. Il était en fin de carrière, oui. Mais il était. C'est brillant cet article-là. En fait, ça m'a même aidé à penser comment créer Québec. C'est un académicien, donc, qui a commencé en faisant un jeu de guerre, mais qui n'a pas publié de jeu de guerre dans sa vie. En vrai dire, comme il était mathématicien, c'était quelqu'un qui s'intéressait beaucoup aux mathématiques du jeu. Donc, c'était quelqu'un qui avait beaucoup le sens de l'épuration pour aller à l'essentiel dans les jeux de société. Mais son premier jeu de société, par contre, n'avait rien de thématique. C'était même issu d'un rêve. Il avait rêvé ça, il s'en rappelle même du temps qu'il était vivant, il s'en rappelait vraiment de façon très vive. Il racontait que c'était un rêve qu'il avait fait en 1965, où il jouait En fait, il incarnait un espion qui avait une valise avec des documents top secrets qui étaient en fait des documents qui pouvaient révéler comment conquérir le monde. Et il C'est l'avait ça, c'est pas un rencontré épisode de dans son... Spy vs. Spy, ça? Ben, ça fait pas mal ça, à vrai dire, comme rêve. Il rencontre dans ce rêve-là qu'il rencontre aussi un autre espion et lui confie la valise en échange de montant d'argent. Puis après ça, il veut revoir la valise plus tard. Puis quand il rencontre l'espion encore, il s'aperçoit que l'espion l'a confié à un autre pour un autre montant d'argent. Et son rêve s'arrête là. Et quand il se réveille, il a tout de suite l'impression qu'il vient d'avoir une idée du jeu, puis il va faire un jeu avec ça. À dire. C'est un jeu de bluff, essentiellement. Il va appeler ça War Office Papers. Et c'est un jeu de bluff avec des pions que chaque joueur peut bouger, mais pas leur propre pion à eux. Chaque joueur peut déplacer n'importe quel pion sur le plateau. Et chacun de ces pions-là va pouvoir être un éligible, je dirais, pour avoir le droit d'aller chercher une valise. Et la valise va être au milieu du plateau. Quand il va aller chercher la valise, il va falloir qu'il la ramène à un point précis sur le plateau. Mais les autres joueurs vont pouvoir essayer d'interférer. Et l'idée, c'est que on va essayer de prévoir lequel des pions sur le plateau va être celui qui va être le plus éligible pour aller chercher la valise. Et quand on va prendre la valise avec le pion, on va pouvoir se déplacer avec, et pendant ce temps-là, on va pouvoir avoir mis de l'argent sur le pion qu'on a déplacé. Bien que quand un autre joueur va essayer de prendre possession de ce pion-là, lui aussi a peut-être mis de l'argent sur le pion pour en prendre possession, secrètement. Et quand Là, il va tu vouloir parles en de prendre quel jeu, possession, là, Pierre? Tu parles de je War parle de... Office Papers. Oui, mais Il War n'est Office pas sur Papers n'est pas le... BGG. Là, Effectivement, je ne te crois pas. Il n'est War pas Office sur Papers BGG, ça est... n'existe pas. Évidemment. War Office Papers est devenu The Sigma Files. The Sigma Files est devenu ensuite Conspiracy. Et Conspiracy a ensuite connu beaucoup d'éditions. Parce que Conspiracy a fait son apparition dans les années 70. Ça veut dire The Sigma Files est apparu en 1970 pour la première fois chez un éditeur qui s'appelait Seven Days, tenu par un homme qui s'appelait Tom Kremer, que Monsieur Solomon avait rencontré. Qui est donc Tom Kremer? Tom Kremer était un auteur de jeux aussi, mais aussi quelqu'un qui a fait fortune dans plusieurs choses, mais notamment dans une compagnie qu'il a fondée et qui l'a aussi aidé à faire des jouets. Tom Kremer, étant un auteur de jeux, a créé ses jeux lui-même, dont un certain Verat. Et Tom Kremer a aussi inventé d'autres jeux chez d'autres éditeurs, pas chez sa maison d'édition à lui, parce que c'était un Hongrois qui était polyglotte. Il pouvait parler français, anglais, hongrois, et je pense même qu'il parlait italien.
Ces jeux donc ont été édités dans plusieurs pays, mais sa maison d'édition a retenu le jeu de Solomon, qui se jouait à 2 joueurs seulement à ce moment-là. Mais Kremer a eu le flair d'en faire un jeu qui se jouait à plus que 2 parce que ça faisait plus de tension autour de la table. Et il eut raison, parce que Solomon a eu, avec son premier jeu, un succès international d'emblée. Non seulement ça, mais quand la version allemande est arrivée chez Amigo, dans les années 80, 87, je me souviens bien, on a collé le thème de Casablanca, de fameuse histoire de Casablanca qui a inspiré le film de Hollywood de 1942, si je me souviens bien, avec un très Là, beau tu gars. poses pas ça à la bonne personne. Donc, Humphrey Bogart et Ingrid Bergman qui étaient Mais là-dedans. oui, Donc, on l'a appelé 1942, je confirme. Bravo, Pierre. Voilà, Un morceau de robot. merci bien. Donc, Casablanca a inspiré le thème qu'on a mis chez Amigo pour transformer The Sigma Files Conspiracy en jeu pour 8 joueurs, alors qu'il était seulement à 4 joueurs avant. Et de ce fait, le jeu de Solomon est devenu mon premier jeu à être nominé pour un Spiel. Il en a eu 3 nominations dans sa vie. Et puis, Solomon, avant même d'avoir ce succès international avec Conspiracy, faisait déjà parler de lui en Angleterre beaucoup. Parce que Solomon a traversé aussi, comme je l'ai dit, des étapes pour faire naître une industrie de notre hobby. Il a contribué à la naissance de notre hobby. En fait, il a fait partie d'une équipe du Tonnerre dans les années 70 qui était à la tête d'un magazine qui s'appelait Games and Puzzles de 1973 à 1981. Ce magazine-là a été publié. Ensuite, il a eu une mini-renaissance au début des années 90. C'était la toute première revue au monde à se consacrer entièrement aux jeux de société. C'était d'ailleurs la toute première attestation qui faisait du jeu de société quelque chose qui n'était pas seulement un jeu, mais un objet d'étude, quelque chose à considérer plus que pour simplement s'amuser. C'était la première attestation par écrit qui considérait les auteurs de jeux comme des personnes qui étaient au même niveau que des réalisateurs de films ou des écrivains ou des artistes. Et bien sûr, il a eu son mot à dire amplement en écrivant des chroniques là-dedans, en écrivant des analyses, des critiques de jeux, dont on parlait tout à l'heure. Il y en avait amplement dans cette revue-là. Les jeux de Solomon, d'ailleurs, ont été critiqués dans cette revue-là. Et il a fait partie dans ces jeux. Il a eu un jeu qu'il a créé qui a mérité une note parfaite. Chose qui était très rare à obtenir dans cette revue-là parce que malgré que c'était la toute première revue, il ne fallait pas s'imaginer que ceux qui critiquaient les jeux étaient indulgents. Bien au contraire, c'était une revue qui prenait très sérieusement l'art de créer un jeu au sérieux. Parce que, dans le fond, la revue voulait montrer que créer un jeu, c'était pas simplement lancer un dé et avancer sur un parcours. C'était vraiment un exercice de style et un exercice rationnel, un exercice de profondeur. Et c'est pour ça aussi que la revue allait de long en large dans toutes les façons de jouer à des jeux. On parlait là-dedans de Scrabble, de Clou-Clou-Dou, de risque, des échecs, des dames, des nouveautés de l'époque, des sports même, qu'on peut parler parfois. Donc, c'était vraiment très, très bien. Ce que j'aime, Et c'est que début 1973, parce que ça a commencé en 72, mais à partir de janvier 73, on a de superbes illustrations de photos, en fait, en couverture des magazines Games and Puzzles qui vont faire étrangement penser à la couverture de Mastermind. absolument, bien sûr, parce que c'était aussi la mode des années 70 que de Oh mettre des oui. photos d'êtres humains adultes pour donner tout son sérieux aux sociétés. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est que The Sigma Files / Conspiracy / Casablanca / tous les titres que vous voudrez ensuite, c'est une première. C'est un jeu qui a innové. C'est un jeu qui a fait école. C'est le tout premier jeu
qui a proposé aux joueurs de contrôler plusieurs pions, non pas seulement le propre pion qu'ils avaient. C'est à cause de ce jeu-là qu'on a eu des jeux ensuite comme euh, Impérial, par exemple, ou Pax Pamir, par exemple, ou euh, Ammunition Co, ou Exact. Royal Turf. Euh, tous des jeux que je viens de vous nommer où tous les joueurs qui commencent à jouer n'ont rien qui leur appartienne dans les pions qui sont sur le plateau. Ils peuvent tous contrôler tous les pions. Ou les Ma mère, 18XX aussi, d'ailleurs. 18XX, effectivement, fait partie de ça. Le 18XX, c'est moins des pions que des avoirs, je vous dirais. Oui, mais dans Mais le même oui, principe, un peu que tu ne contrôles pas, ça ne t'appartient pas, en fait. Tu les exactement. contrôles, mais ils ne t'appartiennent pas. Tu pourrais perdre le contrôle, tu pourrais vendre le contrôle, tu pourrais. euh, C'est oui. ça. Donc, Solomon a innové avec ça. Il a innové plusieurs fois d'ailleurs. Avec les peu de jeux qu'il a fait, ces jeux ont vraiment fait des coups d'éclat et il a vraiment influencé l'industrie avec ça. Parce que l'autre jeu qu'il allait inventer plus tard, en 76, est un jeu qui a vraiment été, je pense que ça a été son plus gros succès. Ça a été le jeu qui a été réédité le plus grand nombre de fois. C'est The Black Box. Un jeu que Solomon s'est inspiré directement de la science pour faire, parce que Solomon, il faut le dire, étant académicien, il était quelqu'un qui pouvait frayer avec les scientifiques et les grands de ce monde. Et parmi les grands de ce monde, il avait un ami qui s'appelait Godfrey Newell Hounsfield, qui finalement était l'inventeur de la tomodensitométrie, donc celui qui a inventé finalement les scanners de cerveau, qui servent finalement à reproduire des images en émettant des ondes, et lorsque l'onde va frapper quelque chose qu'elle a détecté, elle va reproduire ça pour former un dessin. Ce principe-là, qui a rapporté finalement le prix Nobel à Hounsfield, a inspiré M. Solomon pour faire son jeu de Black Box, qui est devenu, je dirais, le premier jeu de déduction spatiale. Donc, un jeu où on est deux joueurs et un joueur va lancer un rayon imaginaire dans une grille et l'autre joueur va lui dire si ce rayon imaginaire-là frappe un obstacle. Le but du jeu qui lance ces rayons est de, finalement, en un certain nombre de tours limités, déduire où sont les choses que l'autre joueur a placées. Un peu comme Battleship ou la bataille navale, en fait. En Euh, fait, ou tout récemment, au Rapamine. exactement. Rapamine est un descendant direct de Black Box. Et d'autres jeux ont fait aussi la même chose. The Search for Planet X fait la même chose que ça. Cryptid fait la même chose que ça. C'est donc le premier d'un genre qui a fait naître d'autres succès que Solomon a fait avec Black Box. Et un autre jeu aussi que Solomon a fait, et ce jeu-là, par contre, je vous dirais qu'il n'a pas nécessairement fait des émules, mais il est devenu un jeu culte. Au Et quand je dis Québec, ça, en passant, Black Box s'appelait La Boîte Magique. C'était chez Parker Brothers. oui, exact. Il y a eu une nouvelle version d'ailleurs en 2007 que Solomon a faite qui s'appelait Black Box X. Là, c'était un hexagone et non plus un carré qui faisait la grille, donc ça donnait de plus en encore plus riche comme expérience. Ça n'a pas l'air d'être Black, sorti en France du tout, en fait. C'est sorti en Allemagne, Black mais Box. pas en France. Black Box, c'est aussi un concept en intelligence artificielle. C'est-tu inspiré de Eric Solomon, ça, Pierre? Euh, Pas directement, mais je vous dirais qu'il y a eu plusieurs émules de Black Box. À l'époque où Black Box a été fait, l'informatique commençait à se développer. Et ça n'a pas tardé, dans les années 80, on a vu des jeux qui imitaient Black Box, dont le fameux Démineur. Et c'est ça. C'est là qu'on voit l'influence de Solomon. Euh,
Un autre jeu que Solomon a fait, comme je disais, c'est un jeu qui n'a pas fait d'émule, mais qui est devenu un jeu culte parce qu'il existe un événement qui existe depuis maintenant 31 ans en Angleterre qui s'appelle les Mind Sports Olympiads. C'est un événement qui va attirer de 1000 à 2000 joueurs. Et c'est ce que ça dit, c'est un événement de compétition. Donc les joueurs vont aller là pour s'inscrire à des matchs de tournois, à d'innombrables jeux de société, des classiques évidemment, mais des nouveaux qui peuvent apparaître d'une année à l'autre. Porto Rico en fait partie, bien sûr, mais cette année, par exemple, on a vu Wingspan s'ajouter au lot, puis Ark Nova. Euh, et évidemment, on a aussi les classiques comme les échecs et le backgammon. Il y a un jeu que Solomon a inventé en 77, je crois, ou 79. Il me semble que c'est 79. Le jeu s'appelle Hyle. H-Y-L-E. Mais le véritable nom que Solomon a voulu donner à ce jeu-là, c'est Entropy. Pour finalement faire référence au mot qui désigne finalement une règle qui va essayer de mettre de l'ordre dans un chaos. Ou qui va finalement définir comment le chaos va se déployer. C'est un jeu à deux encore, pareil comme Black Box, alors qu'un joueur est plutôt passif et que l'autre joueur est actif, et que c'est pour ça que, comme dans Black Box, on va jouer 2 parties de suite dans les rôles inversés pour savoir qui va gagner. Entropy, donc, est un jeu tout simple, tout pur, mais très brillant, et encore une fois, quelque chose qui n'a pas vraiment connu d'imitation par la suite, parce qu'il se suffit à lui-même. C'est très abstrait comme jeu. C'est une grille de 5 par 5 ou 7 par 7. Ça veut dire, il y a eu une première version 5 par 5, l'autre est 7 par 7 est arrivé ensuite, et c'est la version définitive. Dans ce jeu-là, un joueur va piocher dans un sac une pastille de couleur. Et il va ensuite la placer où il le veut sur une grille de 7 par 7 ou 5 par 5. Et ensuite, l'autre joueur va devoir déplacer cette pastille-là d'une case orthogonale. Et en voulant faire ça, l'autre joueur, il va vouloir essayer de former des séquences de palindromes de couleurs. Et qu'est-ce qu'on entend par palindrome de couleurs? Ben, on essaie d'avoir des séquences de couleurs, finalement, comme si on avait 5 couleurs. On pourrait avoir blanc, rouge, bleu, rouge, blanc. Ça serait un palindrome parfait. Et en faisant un palindrome de plus grosse longueur, de plus grande longueur, finalement, on va avoir plus de points. Et on essaie de faire le plus de points possible comme ça. Et l'autre joueur qui va placer des pions, au fur et à mesure que la partie va avancer, va toujours essayer de les placer de façon à ce que l'autre joueur qui déplace les pions ne puisse pas faire ses palindromes. Et c'est juste ça qui est le jeu. Et ça fonctionne merveilleusement bien, à un point tel que lorsqu'il y a des inscriptions aux Olympiades, aux Mind Sports Olympiads, ce jeu-là est toujours dans les top 3 où tout le monde s'inscrit. Et c'est comme ça depuis l'existence de l'événement. Ce jeu-là était au tout début, à la première édition, et encore cette année, il l'est. Et à chaque année, ce jeu-là attire autant d'inscriptions. Le jeu Donc, est comment? en fait publié par Franjo. Ou Franios, ou je sais pas comment il le prononce, là. En fait, La c'est un dernière Allemand. édition, effectivement. La dernière édition qui date il y a 10 ans, donc 2015, je pense, c'est Franz Jost qui l'a fait, En lui, fait, parce que c'est. depuis 1990 que c'est lui qui l'édite seulement. Il a fait 4 Oui, versions depuis 1990, donc jusqu'en abs- 2015. tout à fait. C'est dans les gros vendeurs de Franz Jost, en fait. Franz Jost, qui est un éditeur assez modeste en Allemagne, mais qui va essayer de publier justement des jeux comme ça. Puis, ben, ça témoigne encore une fois cette durabilité, parce que vous vous doutez que dans la catégorie durabilité, dans les 5 critères, Solomon score très fort. Un score presque parfait. Et puis, ça démontre finalement que Solomon était une tête. Il était capable de sortir de son chapeau des jeux qu'on ne s'attendait pas et qui pouvaient vraiment marquer les joueurs. Il a fait évidemment d'autres jeux. Et c'est encore une fois des jeux très brillants qu'il a fait, mais il y en a d'autres qui sont, malheureusement, qui ont été un peu ratés à cause d'éditeurs complètement minables, qui ont raté leur travail d'édition. Un de ceux-là, d'ailleurs, Ravensburger, surprenamment, a
manqué son coup dans la façon de faire le matériel. C'était un jeu qui s'appelait Ballon Rennen, donc la course en ballon. C'était une course de montgolfière. Solomon avait pas prévu que son jeu serait en 3 dimensions quand il l'a fait. Et à cause de ça, Ravensburger a voulu épater la galerie en faisant un matériel de luxe, en faisant des montgolfières sur support transparent qu'on pouvait monter. Donc, on avait l'impression que le montgolfière montait vraiment sur le plateau. Mais ça empêchait le montgolfière d'aller sur les mêmes cases. Elle ne pouvait pas occuper les mêmes cases. Et dans le jeu original de Solomon, les montgolfières pouvaient aller sur la même case et se partager une altitude. Et ça faisait partie des stratégies. Et ça l'a fait manquer un peu de bateau à la version finale que Ravensburger publiait. Un autre désastre aussi, je dirais, que Solomon a subi, c'est un jeu qui s'appelait Spellmaker, je pense. Oui, exact. Chez un tout Oui. petit Spellmaker, ouais. Tout petit éditeur américain. Solomon voulait surfer sur la vague de Donjons et Dragons à ce moment-là, à la fin des années Ouais. 70. 1978, de direct dedans. Et puis, c'est un jeu, ça, qui marchait un peu sur les pas de Conspiracy, des Sigma Files, où il fallait encore une fois aller chercher quelque chose au milieu, mais là, on n'était pas des personnages que tout le monde contrôlait. C'était plutôt des sorciers qui avaient une combinaison de personnages qui devaient aller chercher une princesse au milieu du plateau et la ramener chez lui. Les personnages qu'on utilisait, c'était des crapauds, des chevaliers, des nains et des géants. Et chacun avait une force contre un autre. Donc, quand un joueur voulait voler la princesse à un autre joueur qui l'avait pris, il pouvait par exemple amener son géant qui pouvait éliminer n'importe qui sauf le crapaud. Le crapaud pouvait éliminer le géant parce que quand un géant mangeait un crapaud, le crapaud était empoisonné pour lui. Le crapaud, par contre, pouvait se faire battre par tous les autres. Un peu comme Donc, David voyez et un peu. Goliath, en fait. Un peu comme David et Goliath, c'est ça. C'est un jeu, je vous dirais, qui a été bâclé par l'éditeur parce que Solomon, étant mathématicien, avait absolument fait tous ses tests à l'aide d'un ordinateur à l'époque même pour équilibrer les cartes qui allaient sortir. Parlant de ça, d'ailleurs, je vous dirais même que, parenthèse comme ça, quand on parle de l'héritage de Black Box, Turing Machine, qui fait partie de ces jeux qui ont été testés à l'ordinateur, est un descendant de Black Box aussi. Et Solomon a fait des tests mathématiques pour équilibrer ses cartes, pour qu'il y en ait un paquet avec un bon ratio de chaque, pour pas que ça soit trop long comme partie. Évidemment, l'éditeur n'a pas respecté ça. Et je pense qu'il y avait 64 cartes ou 62 cartes dans le paquet à l'origine du proto de Solomon. L'éditeur a monté ça à 108 sans trop sans souci, puis ça a fait que le jeu était débalancé. Les auteurs, tenez votre bout. Quand les fois les éditeurs veulent changer certaines affaires, tenez votre bout. Puis dites non, des fois. Et non L'éditeur seulement n'a ça, mais pas Solomon, toujours raison. Solomon n'a même pas eu de royauté d'ailleurs de cet éditeur-là. Seulement cet éditeur-là était minable. Vous voyez d'ailleurs que l'éditeur n'existe plus aujourd'hui. Mais bon, tout ça pour vous dire, Eric Solomon est un nom trop souvent oublié dans les auteurs de jeux. C'est pour ça qu'il figure dans cette liste-là, entre autres. Et en fait, tu n'as même pas parlé de son jeu le plus haut coté, en fait, sur BGG, qui s'appelle Billabong. C'est vrai que je n'ai pas parlé de Billabong, qui vient d'être réédité il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Billabong, plus haut coté, oui, probablement parce qu'il est plus récent, les gens y ont plus joué. C'est un jeu familial. C'est un jeu, à vrai dire, qui a eu sa première édition en 1994, qui était nominé pour le Spiel. C'est un des autres jeux que Solomon a reçu comme nomination. C'est un jeu tout simple, mais très brillant, encore une fois, inspiré des dames chinoises, où on fait une course de kangourous qui vont... ça va rappeler aussi un peu le China Moon de Bruno Fedotzi. Mais c'est beaucoup plus ouvert que China Moon. C'est un jeu où on a une espèce de grille de cases avec des pions qui représentent des kangourous sur la grille. Et un kangourou va pouvoir se déplacer simplement il peut se déplacer d'une case
Mais évidemment, le vrai plaisir du jeu, c'est quand vous le faites déplacer avec un saut, parce qu'il peut faire une succession de sauts. Mais les sauts que les kangourous vont faire là-dedans ne sont pas simplement des sauts comme aux dames, euh, ce qui est fait avec China Moon, entre autres. Les sauts qu'on fait dans kangourou se font d'une façon exponentielle. Euh, En fait, ils peuvent devenir exponentiels. Parce que si vous sautez par-dessus un autre kangourou et qui est directement voisin à votre kangourou, ben, vous allez simplement sauter par-dessus. Mais si vous voulez, vous pouvez sauter par-dessus un kangourou qui est à 3 cases de votre kangourou. Donc là, vous allez compter 2 cases qui séparent vous et le kangourou par-dessus laquelle vous voulez sauter. Et vous allez sauter par-dessus ce kangourou-là 2 cases plus loin. Ou 3 cases plus loin, en fait. Parce que vous allez compter 2 cases après le kangourou. Et là, vous allez sauter, vous allez arriver à la troisième case. Et là, si vous rencontrez un autre kangourou ensuite, qui est à 4 cases, ben là, vous allez faire un autre saut immense. Et vous voulez faire un saut en tourbillonnant parce que votre but, c'est de faire une course circulaire. Vous partez d'un point de départ qui est une espèce de petite rivière au milieu du plateau et vous voulez faire le tour d'un étang qui est la source de cette rivière-là pour arriver à l'autre côté de la rivière. Vous voulez amener tous vos kangourous comme ça, de l'autre côté. Parce que les kangourous sont trop tata pour juste passer par-dessus la rivière en partant. Faut qu'ils fassent le tour. Oui, c'est ça. OK. Ben, Mais ça, Ouais. c'est les Billabong, kangourous allemands, là, on le sait. c'est très chouette comme jeu. C'est très bien pensé encore. En fait, ça vient d'être édité chez Plate, donc l'éditeur coréen. Oui, qui est le spécialiste pour aller chercher les auteurs importants dans le passé. Ouais, ils ont réédité des jeux de Rainer Knizia, entre autres aussi. Ils ont fait Euh, Cash a Catch. oui, qui est excellent, ça. Moi, j'aimerais ça que tu me parles d'Alaska. Je suis curieux d'en savoir plus sur Alaska, surtout avec la belle image que j'ai partagée avec vous dans le chat sur Discord. Euh, Moi, la petite madame avec son bol en or, ça me donne le goût de jouer à ce jeu-là. Est-ce que c'est bon? Regarde là, la troisième. Ouais, je l'ai vu. Non, non, on retourne. Ouais, je l'ai vu. C'est C'est superbe. Alaska, à vrai dire, qui a été réédité effectivement avec la madame. Euh, Alaska, c'est le premier jeu que Solomon a reçu une nomination pour le Spiel des CRS avec. D'ailleurs, c'était la toute première année du Spiel des CRS qui se faisait et Solomon était déjà remarqué en étant nominé pour ce jeu-là. Il était édité chez Ravensburger et dont Ravensburger n'a pas manqué son coup cette fois-là pour le matériel. Mais il a quand même modifié un peu le jeu en rajoutant des cartes d'événements. C'est un jeu très, très bien aussi. C'est l'un des tout premiers jeux qui joue avec le concept de la fonte des glaces. Parce que dans ce la jeu-là, fonte vous de faites quoi? la Font des fonte des glaces. glaces. Parce qu'aujourd'hui, on voit Ah, ça, ok. des thématiques de jeu où la glace va fondre, ça va pas disparaître des cases, ça va réduire la surface de jeu. Alaska, on était parmi les tout premiers à avoir fait ça. Et Ouais, c'est 1 an plus tard, on a eu Survive, en fait, Escape the Atlantis. absolument, oui, c'est bien vu, Antoine. Survive a imité le principe d'Alaska. Parce que Alaska, c'est un jeu qui commence avec la glace se forme. En fait, la glace n'est pas déjà là. Elle se forme. Puis après ça, une fois qu'elle a été complétée, elle commence à fondre encore. Donc, le temps qu'elle se forme, nous, on a des personnes qui vont conduire des véhicules pour aller chercher de la cargaison sur une île au milieu de l'eau. Et quand la glace va s'être formée pour atteindre l'île, on va falloir se dépêcher pour aller chercher la cargaison et la ramener à notre point de départ avant que la glace fonde. Et il y a un ours polaire là-dedans qui va se promener, qui va nous bloquer. C'est encore une fois un jeu assez familial, mais c'est très bien pensé. C'est très thématique, je dirais. C'est dans les plus thématiques de jeux que Solomon a fait. Et oui, je l'ai, celui-là, ça. Fait que c'est-tu gentil comme jeu? Non.
C'est ce que je me disais. Les années 70-80, des jeux gentils, ça n'existait pas tant. Mais est-ce que tu as la version avec la madame Exactement que j'allais demander. J'ai pas la version avec la madame qui a come on! avec l'air ça? à sortir des Charlie's Angels puis qui a un pot d'or dans les mains. En fait, Honnêtement, je pense qu'elle est en train j'ai- de pan for gold. Là. C'est vraiment ça a l'air d'être une autre thématique. En fait, ça a l'air du même jeu, mais dans le Gold Rush, mais en Alaska. C'est un drôle Ouais, de c'est ça. thématique. Moi, je pense que je vais me commander ce jeu-là juste pour la boîte. Ah, c'est superbe, sérieusement. Si vous n'avez pas vu ça, on vous suggère d'aller voir le jeu Alaska avec la fameuse boîte allemande. En fait, le jeu s'appelait Chronat Gold à cette époque. Et c'est une version de 1981. En fait, c'est la dernière version qui s'est faite. Je pense que le monde s'est découragé par la suite et on dit plus jamais. Donc, les jeux que tu as de cet auteur-là, Pierre, Oui. Tu veux savoir c'est quoi les jeux de cet auteur-là? ouais, J'ai Alaska, j'ai Conspiracy. En fait, j'ai la version Casablanca. J'ai Corporation. Un petit jeu très modeste, mais absolument brillant. Beaucoup plus récent, Euh, celui-ci. plus récent. C'est dans ses tout derniers qu'il a édité. Je pense qu'il y a 70 ans quand ça a été édité, ça. 2009. Corporation. Ouais. Ça montre le cerveau de Solomon, ce jeu-là. C'est un jeu où est-ce qu'on doit se hisser dans un immeuble de corporatif, puis il faut monter nos pions vers le haut, mais on a une séquence de couleurs à côté de pions qu'on peut permuter qui vont définir c'est quoi les règles de déplacement de chacun des pions sur le plateau. Donc, il faut essayer de permuter les couleurs qui sont à côté, qui correspondent aux pions de couleur des joueurs, pour ensuite activer les déplacements qui vont se faire. Et là, bien évidemment, on va essayer de les permuter pour avantager nos couleurs à nous et désavantager les couleurs des autres joueurs. Et oui, c'est méchant. Ah oui, ça a l'air c'est d'un sûr jeu que c'est purement méchant. abstrait aussi. Comme tu disais, c'est pas l'auteur qui faisait les jeux les plus thématiques. Non, il était, comme j'ai dit, c'est un mathématicien avant tout, donc... Ouais, il y avait un cerveau pouvait très s'inspirer cartésien, là. C'est ça. Ah, ben écoute, c'est super, ben, j'en ai appris beaucoup aujourd'hui parce que je ne connaissais absolument pas Eric Solomon. Donc, ça me donne vraiment envie d'aller regarder ça. Prochaine fois qu'on se voit, Pierre, t'amènes ça. On teste ça. Oui, je comprends. Lequel, ça? Ah, celui-là. Toute la gang. Corporation. Corporation et Ah Alaska. oui. Je vais à Alaska aussi. Fait que on se fait une soirée Éric Salomon. Écoutez, c'est la fin de l'épisode. Écoute, on a gardé ça dans un temps presque record de 1h40. Super, messieurs. On avait dit qu'on faisait ça en 1 heure. Hein? Ça sera pour une prochaine fois. C'est ça. Ferme ta bouche. Écoute, je m'étais ennuyé de vous autres, messieurs. Ça fait du bien de vous revoir. Là, on va refaire ça plus rapidement. Là. Si je dis tout le temps ça, mais on finit toujours par ne pas suivre nos horaires. Mais j'aimerais ça. Moi, je m'engage à ce qu'on fasse ça régulièrement cet été. Ça, c'est clair qu'il faut qu'on fasse ça plus qu'aux 3 mois parce que sinon, la liste va durer jusqu'à temps que j'aille 70 ans. Pierre, c'est pas grave, lui, c'est un vampire, donc il a déjà 150 ans. Donc, je vous remercie, messieurs, et on se revoit peut-être la semaine prochaine pour un autre épisode. Merci, Vincent. Merci beaucoup. Bon jouage. Merci, Pierre. Je te laisse le mot de la fin. Savourez votre été. Mot de la fin. Merci et bonne soirée.